Salut ma chère NJ, comment tu vas ce soir? Parce que j'allais dire aujourd'hui, mais ce soir. Bonjour Thierry. Je vais bien. Un peu fatiguée en fin de journée, comme beaucoup de professionnels, mais je vais bien. Je vois que t'as la pêche parce qu'on s'est parlé un peu. Et donc là, on est en fin de journée. On est, je sais pas quelle heure il est là, 18h, je crois. Mm, Pas loin. Et, mm, euh, et on se disait qu'on va faire une interview comme ça. J'avais prévu, bon, beaucoup de personnes te connaissent parce qu'ils ont vu déjà une de tes interventions dans Café Talk. Et là, aujourd'hui, on avait prévu, en tout cas, moi, j'avais prévu qu'on discute sur les émotions. Mais mm. avant d'appuyer sur enregistrement, en fait, on a parlé un peu. J'expliquais qu'en fait, je suis sorti d'une grosse période de travail et tu m'expliquais pourquoi j'ai eu un coup de mou et j'ai décidé qu'on allait échanger comme ça sur sur nos vies et avoir aussi tes lumières par rapport à ce que tu fais. Est-ce que tu veux, pour les personnes qui n'ont pas vu la première partie d'interview dans laquelle tu as été solaire, est-ce que tu peux nous te présenter en quelques lignes, ma chère Angie? Oui, donc je suis psychologue du travail et formatrice en méthode ESPER. La méthode ESPER, c'est une pédagogie de la relation. Ça permet de mieux être en relation avec soi et avec les autres. Et donc, dans le cadre de mon activité de psychologue du travail, j'accompagne des personnes en présentiel ou en distanciel. J'accompagne également des collectifs de travail, des équipes à mieux travailler ensemble, à résoudre le réel de leur travail, ce qu'ils vivent au travail, à en faire quelque chose, à leur donner du pouvoir d'agir dessus pour rester en bonne santé au travail, et de la formation également, et du bilan de compétences. Dans la première partie, tu avais dit que tu parlais des entrepreneurs. Ça me vient maintenant, c'est pour ça que je te le partage. Et tu disais qu'en fait, lorsqu'on veut développer son activité, il faut pas s'arrêter. Moi, j'ai vu quelques personnes là, sur Facebook qui, bah, tu vois, qui disaient que des, qui sont dans l'accompagnement et qui traversent des problèmes, des doutes, de la fatigue, parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Euh, J'aimerais qu'on échange un peu, si tu souhaites, par rapport à ça. Lorsque bah, on traverse ça, je pense qu'on l'a tous traversé au moins une fois, hein, parce que ne pas le traverser, franchement, c'est où la personne est dans le déni, ou alors, ou alors tant mieux, hein, si elle l'a pas traversé, tant mieux, mais le fait de répéter des choses, de développer une activité et de rencontrer des problèmes, mais ces problèmes, on sait très bien qu'ils nous fatiguent au bout d'un moment, que ce soit nerveusement, que ce soit physiquement. Et qu'est-ce que toi tu conseillerais par rapport à ça, surtout pour les personnes qui commencent une activité entrepreneuriale? Alors, il peut y avoir beaucoup de choses en termes de réponses. Euh, la première chose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on travaille dans la tête. Ça, c'est hyper important. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Une personne qui démarre son travail, un nouveau travail, qui est novice, il va devoir développer des nouvelles habiletés. C'est-à-dire que, il y a par exemple, tu parlais d'une formation que toi tu as J'ai créée. finalisé, ouais. Donc voilà, tu crées la formation, tu dis super, je sais déjà ce que je vais mettre dedans, etc. Et après, je sais pas, j'imagine, tu fais face à la technique et tu dis mais moi ça je sais pas faire et comment je vais faire. Et en fait, ça va te prendre beaucoup d'énergie d'apprendre comment faire ou de trouver des solutions pour y arriver. Donc ça, c'est une dépense psychique importante. Beaucoup d'énergie pour créer des nouvelles connexions neuronales, développer ses compétences, etc. Donc, travailler, c'est inconfortable souvent. Et pourquoi on accepte ce côté inconfortable? Parce que si au final, bah, tu trouves la solution et là, ta formation, elle est finie montée, tu as une récompense, euh, tu te sens utile, reconnu dans ce que tu fais, si ça trouve son public, et du coup, cette souffrance, elle se transforme en plaisir. Et donc ce plaisir, il se réitère souvent, bah, tu peux avoir l'impression de te réaliser au travail. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que la fatigue au travail, elle fait partie du travail à partir du moment
Yves Clos, il parle de la bonne fatigue. La bonne fatigue, c'est celle que je viens de décrire. La mauvaise fatigue, c'est tout ce que j'investis et qui finalement ne produit rien. Le chercheur qui cherche pendant des années, il trouve rien. Le coach qui cherche son public et il n'a pas de clients en fait. Donc ça, oui, c'est fatigant psychiquement. Après, quand je dis il faut pas s'arrêter, ça me permet de clarifier. Le repos chez les sportifs, le bon sportif, il va te dire que le repos fait partie de l'entraînement. C'est-à-dire que là, tu me dis, c'était un gros boulot de faire cette formation. Je me sens fatiguée. Ok. Eh ben, en tant qu'entrepreneur, j'ai à apprendre à m'arrêter. Et personnellement, je l'ai fait plusieurs fois. Euh, Surtout au début de l'activité, on commence à avoir des petits bouquets de choses. Alors, on ne veut pas s'arrêter parce que, enfin, moi, je voulais pas m'arrêter. J'avais peur de plus avoir de clients, de plus avoir personne. Mais l'expérience que j'ai faite, c'est qu'à chaque fois que je me suis arrêtée, je me suis ressourcée, notamment en travaillant sur moi. Et au final, j'étais une meilleure professionnelle. Et donc, j'ai gagné en reconnaissance. Alors, non seulement j'ai pas perdu de patients maintenant ou de clients, mais j'ai été meilleure dans mon travail. On est dans des métiers, quand on est avec l'humain, il faut des ressources. Il faut être présent. On peut pas être à moitié face à une personne. C'est important d'être, si on n'est pas dans une vraie écoute, la personne, elle va le sentir. On va pas percevoir plein de choses et on va mal faire notre travail. Donc finalement, eh ben, le repos fait partie du travail. Euh, Souvent, on pense travail et sommeil, mais pour avoir un bon sommeil, ce qui est important, c'est d'une part d'avoir du loisir. Le loisir, c'est de l'activité plaisir. Je fais quelque chose qui me fait plaisir dans l'activité. Donc, repasser devant la télé, ce n'est pas une activité plaisir, je précise. Euh, et du repos. Le repos, c'est littéralement ne rien faire. C'est-à-dire avoir des moments comme quand on est dans le train et on regarde à l'extérieur, on voit le paysage, ou je regarde les vagues quand je suis à la plage. Donc ça, c'est des moments où on a l'impression de rien faire et en fait pas du tout. Grâce à ça, nous pouvons évacuer les hormones du stress que sont l'adrénaline et le cortisol. Et ces moments-là vont nous permettre d'être préparés à nous endormir et donc à passer une bonne nuit. Donc, pour passer une bonne nuit, c'est important de passer une bonne journée. Et si je veux passer une bonne journée, c'est de ma responsabilité de m'accorder des temps de repos, de respiration pendant cette journée. Et sur le long terme, ça sera plus productif et plus efficace. Donc ça, c'était la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir. Donc ça, pour moi, c'est pas s'arrêter. Ça fait partie de l'activité. Par contre, ne pas s'arrêter, par là, j'entends, alors c'est mon expérience, euh, comment j'ai réussi à développer mon activité. J'ai Mon expérience dans le monde du travail, c'est que j'ai vécu des conflits de personnes, des choses qui m'ont impacté. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les managers, ils regardaient au final le travail que je produisais. Et que j'ai toujours été soutenue et respectée parce que je travaillais bien. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance au développement de ma compétence, faire bien mon travail. Et je pense que ça paye sur le long terme. Le service rendu, faire ça bien, pouvoir se reconnaître dans ce qu'on fait. Et la deuxième chose, le faire avec authenticité, avec le cœur. Euh, les quelques contrats que j'ai acceptés pour des raisons financières, ça s'est pas bien passé. Donc ça, mais parce que j'avais peur de l'insécurité financière. Et voilà, pour moi, c'est mes deux armes, l'authenticité, la sincérité dans ce que je fais et la compétence. Et une chose aussi, Angie, par rapport à ton expérience, la personne qui veut lancer son activité, tu sais, on passe souvent par beaucoup de doutes parce qu'on ne sait pas si ce qu'on veut mettre sur le marché, proposer sur le marché, va trouver preneur. Est-ce que toi, tu as un conseil par rapport... Alors, comment être sûr que nos compétences ou même nos qualités intrinsèques
vont plaire au marché, comment le savoir, et même quand tu le sais, comment faire, comment savoir que tu es sur le bon chemin pour développer ton activité. Par exemple, moi, je te donne juste un exemple pour moi, c'est que lorsque j'ai mis du temps à comprendre que je pouvais proposer mes facultés extrasensorielles sur le marché, je me suis Alors perdu dans des... comment, ouais, et alors comment t'as fait finalement pour y arriver? Bah, moi, si tu veux, quand j'en ai pris conscience de ça, j'ai proposé ça, mais ça n'a pas marché au début. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ça revient à ce que tu disais dans la première partie de Café Talk, c'est que moi, j'ai rien lâché, j'ai pas arrêté. Mais si j'avais arrêté, je t'aurais dit aujourd'hui, ben moi j'ai mis ça sur le marché, ça n'a pas marché parce que j'ai pas trouvé le product market fit comme ils disent les Américains. J'ai pas trouvé mon public si tu veux. Ce que j'ai beaucoup fait, c'est j'ai appris à faire ça. Je suis plutôt introvertie et donc ça a été long pour moi de le faire, mais c'était très payant. C'était parler de ce que je fais, expliquer ce que je faisais. J'ai eu la chance d'avoir un copain coach euh, qui était un ancien commercial et qui m'a demandé d'expliquer ce que je proposais. Il m'a dit, on comprend rien à ce que tu racontes. C'est que des idées. Moi, concrètement, qu'est-ce que tu vas m'apporter? C'est que des idées, ça. Là. Donc, euh, c'est important d'en parler aux autres parce que par le langage, je vais réussir à me clarifier, à construire ma pensée, etc. Et l'autre va me renvoyer des choses. Et tout ça, c'est très précieux. C'est très précieux. Euh, Ça va me permettre d'ajuster ma communication, mais aussi ce que je propose. Et c'est important aussi d'être dans l'humilité. On est là pour être au service aussi des personnes qu'on a en face. Est-ce que l'authenticité, ça sert aussi euh, à montrer qui nous sommes et ce que nous pouvons proposer? À partir du moment où on rayonne ce qu'on est, ben, les personnes qui ont ce besoin-là ou qui sont concernées, elles vont nous identifier, elles vont pouvoir venir vers nous. Déjà ça, c'est déjà un gros boulot. C'est déjà pas rien, quoi. Et puis, Ouais. voilà, la compétence. Et puis, faut pas hésiter aussi à tester. Tester. C'est très français, hein, de euh, longtemps cogiter, faire le truc parfait, proposer. Et une fois qu'on l'a fini, on dit c'est bon, c'est bon. Je connais des personnes qui refusent de revenir sur ce qu'elles proposent, qui mettent la faute sur les autres, qui regardent pas la manière dont elles communiquent. Si la personne, elle comprend rien, elle comprend rien. Et c'est aussi intéressant de montrer ça à des publics très différents. À vos enfants. C'est votre enfant de 10 ans ou de 15 ans va vous dire mais qu'est-ce que... Voilà, quelqu'un de très rationnel, de quelqu'un de plus connecté, comment il perçoit les choses. Moi, dans une offre, le programme Relations et émotions, au départ, j'avais utilisé le mot-clé dans le titre. Et j'ai montré ça à un jeune homme HPI. Il me dit, moi, tu me dis clé, j'ai l'impression que c'est un truc spirituel, juste un mot. Et j'ai vraiment simplifié en disant de quoi il parle, mon programme, de la relation et des émotions. Bah voilà. Parce que nous aussi, on est dans notre monde, on est entre nous. Mais des personnes dont c'est pas leur métier, notre vocabulaire, ils ne comprend pas du tout. Tout à l'heure, Angie, tu disais que tu parlais de présence. Moi, je partage complètement ce que tu dis, notamment sur l'authenticité et la présence. Euh, J'aimerais te poser une question par rapport à ça. Je dis très souvent dans mes accompagnements que les outils d'accompagnement, c'est très bien, j'ai rien contre ça. Mais si la personne, elle n'est pas présente, tes outils ne feront rien. C'est un postulat qui est corrélé à l'expérience que je dis. Euh, c'est quoi pour toi la présence? Être présent avec quelqu'un, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, que ce soit socialement, que ce soit familialement, c'est quoi être présent? Mais du coup, tu vois, là, le lien avec les émotions arrive. Parce que dans l'intelligence émotionnelle, j'ai défini différents paliers parce que les personnes me disaient, mais en fait, comment je sais, moi, si je suis dans l'intelligence émotionnelle ou pas? Déjà, si soit on ne peut pas ressentir ses émotions, savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi,
et être capable d'accueillir ça tranquillement, se laisser traverser tranquillement par ça, euh, je vais avoir ces émotions-là qui vont m'empêcher de communiquer tranquillement, de façon pacifique, quoi, avec l'autre. Parce que entre moi et l'autre, il y aura mon émotion. Mon émotion, elle va venir de quoi? Elle va venir d'un comportement ou d'une phrase que l'autre va dire, que moi, je vais interpréter au regard de mon expérience, de mon éducation, de ma relation avec la personne, de mon état d'humeur du moment, de ma disponibilité. Donc ça va être hyper important euh, de se laisser traverser par ses émotions et d'être capable d'en faire quelque chose. Pour ensuite euh, ne pas interpréter ou me laisser envahir par ce que l'autre pourrait dire ou faire. Quand je suis capable de faire ça, je peux être dans l'empathie. L'empathie, c'est quand par exemple, moi une fois, il y a une personne qui m'a dit que j'accompagne un collectif, il y a une personne de ce collectif qui m'a dit que j'étais malveillante. Donc, t'imagines d'entendre ça, ce que ça peut réveiller chez un professionnel. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que cette personne, elle arrive à me dire que je suis malveillante? Qu'est-ce qui se passe chez ça, chez elle? Et c'est ça la vraie écoute, la vraie empathie, c'est au-delà de ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur? Quand elle me dit que je suis malveillante, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qui se passe chez elle? Et c'est ça vraiment la vraie écoute. Et ce qui est intéressant, c'est que ce collectif-là, je l'ai accompagné 2 ans et que là, ils viennent de dire, on voudrait de nouveau être accompagné 2 ans à condition que ce soit NJ qui soit là. Donc, c'est super récompense, hein. Vous voyez, tu vois, la souffrance au travail, là, elle est dépassée. Ou alors ils Reconnaissance. sont maso, mais C'est peut-être ça, ouais. Donc pour moi, c'est ça l'écoute. L'écoute, c'est essayer de comprendre le monde dans lequel l'autre vit. C'est ça la vraie intelligence émotionnelle. Et je dis pas qu'il faut pas se positionner quand on reçoit du toxique et tout, mais pour moi, la vraie écoute, c'est ça. Et donc là, il faut quand même avoir déjà un peu travaillé sur soi pour être tranquille avec ça, quoi. par rapport à la communication, je suis de plus en plus dans le noir, mais c'est pas grave, le plus important c'est toi, c'est pas moi. L'ombre et la Euh, lumière. Moi j'ai un peu de mal avec la communication non violente. Je crois, enfin je crois, c'est pas des, oui c'est un fonctionnement interne qui est complètement assumé chez moi. C'est que je crois que lorsqu'on veut s'affirmer, ça passe parfois dans une forme de pacification, de communication, et parfois par de la colère ou peu importe. C'est pour ça que moi, la communication non violente, c'est quelque chose qui est abstrait pour moi, qui n'est pas corrélé au réel. Mais c'est moi, c'est mon avis, hein, qui est complètement assumé. Et je pense que lorsqu'une personne subit, par exemple, une injustice, par exemple, cette personne a la blessure de l'injustice, et quand elle la vit, elle peut pas être dans la communication non violente. Qu'est-ce que tu penses de mon postulat? Il y a plein de choses très différentes. Alors, la communication non violente, je n'ai jamais voulu regarder ce que c'était parce que j'étais déjà en train d'essayer justement de travailler ma compétence sur la méthode d'Esper et c'était déjà bien assez. Et souvent, on m'a fait le parallèle et là, j'ai eu l'opportunité d'apprendre ce mois-ci. Regarde. Donc, je trouve que ce qui est intéressant avec la communication non violente, c'est justement pour apprendre à s'écouter et à être dans des bonnes conditions pour être en communication avec l'autre. Cela étant dit, première chose, ne pas confondre la colère et la violence. Souvent, on fait des associations d'idées. Pourquoi? Quand je suis enfant, je fais quelque chose qui n'est pas permis, mon parent se met en colère et il me frappe en même temps. Donc, dans ma tête, j'associe la colère et la violence. Je peux manifester ma colère. Alors déjà, c'est très sain d'avoir de la colère, parce que la colère, c'est l'outil du territoire. C'est une manière de faire respecter ses valeurs, son territoire physique. Tu vois, les animaux, ils grognent, voilà. Ils préservent leurs petits, leurs grottes, enfin voilà. Donc c'est fait pour ça, la colère. C'est fait pour se protéger et mettre des limites. Donc c'est hyper important pour le respect de soi.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est beaucoup réprimée, et notamment chez les petites filles, encore plus, parce que on confond colère et violence. Et c'est pas parce que je suis en colère que j'ai le droit de péter une table. C'est pas la même chose. Et c'est pas parce que l'autre me fait du toxique que j'ai le droit de faire du toxique. Par contre, je peux me positionner et faire que ça cesse. Mais là, je suis complètement OK avec ça. Ça, c'est au présent, dans la relation avec l'autre. D'accord? Euh, mais ce qui se passe aussi, c'est que parfois, justement, je reprends l'exemple de mon père qui me frappait quand j'avais fait une bêtise. Le jour où je vais être, je sais pas, avec mon manager et que mon manager, il va avoir un comportement qui est toxique, je vais être ce qu'on appelle en retentissement. C'est-à-dire que le comportement de mon manager, c'est comme une goutte d'alcool qui vient réveiller ma blessure d'injustice dont tu parlais. Et donc, en fait, en face de moi, c'est pas mon manager que je vois. Je suis plus au présent avec mon manager. Je suis au passé avec mon père. Et donc, la personne que j'ai en face de moi, j'ai envie de l'étrangler. Et là, je peux devenir violent. Donc, là où elles sont intéressantes, les émotions, c'est que dès lors qu'elles sont disproportionnées par rapport à la situation, attention, le manager, ce qu'il a fait, c'est pas OK. Mais là où ça devient disproportionné et que je commence à avoir des envies que j'arrive plus à maîtriser, peut-être ou probablement qu'il y a quelque chose, une situation inachevée à aller voir et à aller travailler. Donc, ce manager, bah, c'est cadeau ce qu'il fait pour nous, au final. On pourrait presque lui dire merci, manager, parce que du coup, ça permet d'aller voir chez moi ce qui est touché et de guérir ça. Le fait de mettre, disons que plus on met de la conscience sur ce qu'on vit, plus on arrive à pacifier nos interactions sociales finalement. Oui, bah, déjà, reconnaître chez soi ce qui se passe. Pourquoi j'ai travaillé sur les émotions? Quand j'ai commencé à faire des suivis individuels, je me suis rendu compte que les émotions, elles prenaient énormément de place chez les personnes et que elles savaient pas quoi en faire. Ou c'était de l'auto-violence, la rumination, des addictions, ou j'essaie de les faire taire en prenant des cachets, voilà. Ou alors je projette sur l'autre, je l'accuse, je le critique, etc., etc. Et en même temps, les émotions, c'est un symptôme formidable. C'est une porte d'entrée formidable pour aller voir ce qui se passe chez moi. Sauf que quand je suis trop dans les émotions, dépassée par les émotions, j'arrive plus à rien faire. J'arrive plus à réfléchir. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que enfant, on ne nous apprend pas à accueillir nos émotions. C'est bien pour ça qu'adulte, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on n'a pas pu expérimenter, puisqu'elles sont souvent réprimées. Et je me suis rendu compte que rien que être capable de mettre un mot sur ce que je ressens, sur ce qui me traverse, déjà ça baisse la charge émotionnelle. Parce que c'est moi qui me reconnais dans ce que je vis. Et ça fait le même effet que si l'autre m'entend. Il a une écoute empathique. Quand l'autre me dit tu m'as agressé, si je commence à lui dire non, c'est pas vrai, il va me répondre oui, si tu m'as agressé, et là on peut discuter pendant 3 jours. Par contre, s'il me dit tu m'as agressé, bon, il n'a pas fait ni la CNV ni la méthode ESPER, il utilise le tu, mais il pourrait même dire je me sens agressé par tes comportements. Mais admettons, tu m'as agressé. Moi, je peux dire ah bon? Ok, ok, toi, tu penses que je t'ai agressé, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour toi, etc. Et là, on est dans une empathie. Et là, je valide pas le fait que je l'ai agressé, mais je comprends qu'est-ce qui lui fait dire ça. Et moi, je peux clarifier à mon tour en disant, écoute, je suis désolée, mais c'était pas mon intention. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est ça, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et ça, on ne nous l'apprend pas, mais si la majorité des enfants l'apprenaient, ça apaiserait quand même beaucoup de choses. Et une autre chose aussi, le temps passe vite, hein. Ouais. J'ai une dernière, mais comme on s'est dit avant l'enregistrement, ma chère Angie, c'est qu'on va se faire des petits points route comme ça. Je pense tous les mois, ce serait pas mal, en fonction de tes dispos, euh, sur des sujets.
multiples et variées. On fera des échanges comme ça. Surtout que là, on s'est vu, on n'avait pas tellement prévu, on devait se voir, mais on s'est pas vu, on a dû décaler le rendez-vous, mais je pense que ça peut être sympa de se faire un point en route comme ça tous les mois. Euh, une dernière chose, on vit, je trouve, une injonction paradoxale par rapport au jugement. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vois sur les réseaux sociaux, je vois dans la vraie vie qu'on dit oui, mais il faut pas juger, mais vous êtes qui, vous, pour juger, tout ça, là, enfin bref, Mais voilà. Thierry, Je veux quand pas être t'entends cette vulgaire. phrase, Hmm. quand j'entends cette phrase, je me dis c'est un jugement, ça. Voilà. C'est pour ça que je dis injonction paradoxale. Donc, moi, je veux bien que... Moi, je suis le premier à dire que je juge. Mais c'est assumé. Moi, tout ce que je dis, je l'assume. Le côté, toute cette frange spirituelle qui te dit oui, mais il faut pas juger, blablabla, bla, pour moi, voilà, c'est bullshit. Comment une personne à qui on a dit il faut pas juger, mais qui a envie de juger, ça crée des désordres internes chez elle. Comment tu vois le truc, toi? Qu'est-ce que tu en penses de ce que je dis, par exemple? T'es pas obligé d'être d'accord avec moi, d'ailleurs. Ben là, ce que j'entends, c'est que chez toi, ça te crée de l'énervement d'entendre il ne faut pas juger, c'est ce que tu veux dire? Bah, je trouve, c'est pas corrélé au réel. La réalité, c'est les gens jugent en permanence. Ah oui. Oui, alors bah évidemment, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller voir ce que les autres font que de voir ce qui se passe chez moi. Et l'autre est une surface de projection, est un miroir, et donc bien souvent, il est super ton exemple parce que bien souvent, ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on fait. Euh, toujours en train de me critiquer. Bah, comment ça s'appelle ce que tu viens de faire? Une critique. Euh, ou encore, j'ai vu il y a pas longtemps un père sur son fils qui hurle, arrête de crier! Ouais, tu vois. Et donc évidemment, tout le monde fait ça. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, ça. Mais oui, c'est. Euh, donc du coup, j'en perds mes mots. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette injonction paradoxale, qui est une injonction sociale d'ailleurs, qui est, voilà, faut montrer une partie toujours lisse, tout ça, moi je pense, hein, enfin, c'est pas ce que je pense, c'est mon avis, c'est que toutes ces injonctions-là, qu'elles soient directes ou indirectes, conscientes ou inconscientes, eh bien, ça crée beaucoup de désordre chez les individus. Entre ce qu'on voudrait faire, être et ce qu'on fait. Enfin, c'est ce que tu veux dire. Oui. Ah oui. Dire que ce que je veux dire par là, c'est que enfin, moi je vois par exemple, d'ailleurs chez quelques personnes que j'accompagne qui sont là-dedans, c'est-à-dire qu'elles aimeraient s'exprimer, mais en fait elles sont tellement, on leur a tellement dit dans leur éducation qu'il fallait pas montrer d'émotion, fallait pas juger, fallait pas critiquer, tout ça, qu'elles en ont perdu, elles sont complètement dissociées de ce qu'elles veulent vraiment faire. Bah, et encore là, il y a deux niveaux. Il y a des règles de communication qu'on peut apprendre et ça se pratique. Et c'est vrai que cette année, j'ai beaucoup pris conscience de la bienveillance envers soi-même. J'ai vraiment vécu ça dans mon corps, euh, de se regarder vraiment avec bienveillance et de se reconnaître comme imparfait et pas savoir faire les choses ou avoir mal fait les choses. Et c'est OK. Et c'est OK. Simplement, ce qui est pas OK, c'est de pas travailler pour évoluer. On est tous sur un chemin et donc voilà, je prends conscience de mes limites, de ce qui est pas OK, etc. Et pour l'instant, c'est comme ça, mais je mets en place des actions pour aller le plus possible vers ce qui est bon pour moi. Et ça, je trouve que c'est déjà tellement suffisant. C'est déjà tellement difficile et c'est déjà bien assez. Euh, oui, je crois Ouais, que c'est déjà pas mal comme réponse. tes paroles, elles sont sages et moi je suis plus, moi je suis plus. Attends, je vais allumer parce que on verra mieux un peu. Ah oui, bah, du coup, j'ai retrouvé mon idée. Après, j'amène aussi beaucoup d'humour. J'ai, c'est vrai que je me mets à un niveau assez élevé d'exigence envers moi-même sur
Et ben moi, de mon côté de la relation, j'essaie de faire le moins de toxique et le moins de sable possible. J'essaie d'à chaque fois, à chaque jour, de me positionner, d'être dans l'empathie, etc. Et des fois, j'y arrive pas. Et je partage beaucoup avec les personnes que j'accompagne l'humour. C'est-à-dire, voilà, le manager qui me dit, oui, alors au début de la réunion, voilà, j'ai fait comme ça, j'étais super relationnelle, et à la fin de la réunion, j'étais debout sur la table, j'étais énervée, etc. Donc, c'est en rire. Voilà, c'est un apprentissage. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Et, euh, et c'est OK. Moi, je trouve que c'est OK. Voilà. Ouais, moi je trouve que c'est une belle approche et moi ça résonne beaucoup avec ce que j'ai sur Facebook. Quand j'ai commencé à poster il y a un an, j'étais assez frontal. Moi, j'assume complètement mon énergie de colère, hein, ça c'est complètement assumé. Et, euh, et c'est- et j'étais très très frontal. C'est-à-dire que je disais mes vérités, je partageais mes vérités. Et je me suis dit, il y a, je vais rajouter de l'humour parce que dans ma vie, j'ai, je pense, beaucoup d'humour, peut-être pourri, mais en tout cas, j'en ai beaucoup. Et dès que j'ai commencé à ajouter, à saupoudrer de l'humour dans mes publications, ça passait mieux en fait. Et ça Mm. résonne beaucoup à ce que tu dis. Passer par l'humour, ça apaise, ça lisse, ça apporte de la patine un peu à Et ça nos permet de communiquer aussi avec l'autre, de pouvoir parler de choses, de ce qu'on vit avec les autres. Euh, ça aide aussi. prochains rendez-vous dans un mois. Ça marche, avec grand plaisir. Au final, tu vois, le sujet, tous les chemins mènent à Rome. Le sujet des émotions, on a quand même abordé, c'est déjà bien suffisant et c'est top. En tout cas, je te Ouais. remercie pour ces échanges. Je laisserai tes coordonnées sous la vidéo pour les personnes qui souhaitent te joindre, tout simplement. Ouais, 29, Dans un mois, je sais pas, 29 novembre, début du programme Relations et émotions. Il reste 2 places. sur ta page Facebook, il y aura les infos aussi sur. Ok, Et puis j'ai un site maintenant, njbuono.com. je le mettrai évidemment sous cette vidéo. J'invite tout le monde à aller faire un tour sur ton univers, tes domaines d'expertise. Et on le voit hein, dans ce que tu le dis, il y a vraiment beaucoup de richesse, beaucoup de sagesse, je trouve, que moi, je n'ai pas. Et, euh, et je pense que dans un mois, on parlera d'autre chose, mais ça sera dans un échange comme ça, très, très souple. Je te remercie beaucoup, ma chère Angie. Merci à toi Thierry, à très bientôt. Je te dis à très vite.